Bonjour à tous, je suis très heureux de vous revoir et de vous faire découvrir une nouvelle destination. Un pays pour qui le catholicisme est bien plus qu'une simple religion. En effet, à Noël, on partage 12 repas différents pour se rappeler des 12 apôtres. Un pays qui a donné le premier pape non italien au monde depuis 450 ans. Enfin, un pays où on peut même prier dans une église souterraine sculptée en sel. Mais également un pays fait de savoir et de culture, une terre de génie où on a pu retrouver Marie Curie, Copernic, Chopin, Funk, l'inventeur du mot vitamine, ou encore Łukaszewicz, le créateur de la lampe à pétrole. Enfin, un pays friand de crème glacée, même en plein cœur de l'hiver où les températures sont négatives. Eh bien, ce pays, c'est la Pologne. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. La Pologne est un pays d'Europe centrale de 312 679 km², soit le 9e plus grand pays européen de la taille de l'Italie. Il a pour frontière au nord la mer Baltique, puis au nord-est la Lituanie et l'enclave de Kaliningrad appartenant à la Russie. Nous l'avons vu lors de la vidéo sur la Russie du Nord-Ouest, et également à l'est la Biélorussie, au sud-est l'Ukraine, au sud la Slovaquie, au sud-ouest la Tchéquie et enfin à l'ouest l'Allemagne. Le nom Pologne vient du peuple Polan, dont le nom signifie en vieux slave plaine ou champ. Alors regardons plus en détail le relief. Globalement, la quasi-totalité de la Pologne se situe dans la grande plaine d'Europe du Nord. Cette plaine allant de la Belgique à la Pologne et dont la Pologne constitue un quart de cette plaine. Elle regroupe des sous-ensembles comme la Poméranie avec un relief côtier, des dunes, des lacs glaciers et des moraines. Pour rappel, des moraines sont des dépôts glaciaires. Puis également la région des lacs de Mazuri, qui est une zone de moraines et de lacs formés par les glaciers. Enfin, les collines de Pologne, marquées par un relief ondulé d'origine glaciaire. Cette plaine est contrastée par les montagnes du sud. On y retrouve les Sudètes, qui sont des montagnes anciennes comme les Vosges, avec des sommets arrondis. Le point culminant est le Śnieżka, à 1603 mètres. Puis au sud-est, vous avez les Beskides qui font en fait partie des Carpates que nous avons déjà mentionnées dans la vidéo sur la Roumanie. Les Beskides sont des montagnes plus jeunes que les Sudètes, avec des vallées plus profondes, des chaînes boisées et des sommets arrondis. Enfin, au sud des Beskides, on retrouve les monts Tatras que nous avons également mentionnés dans la vidéo sur la Slovaquie, avec les plus hautes montagnes de Pologne. C'est là que l'on retrouve le point culminant de la Pologne, le Rösse, à 2499 mètres. À noter que l'altitude moyenne de la Pologne est à 173 mètres. Toutes ces montagnes donnent naissance à un certain nombre de fleuves, à commencer par la Vistule, qui est le fleuve le plus important, long de 1047 mètres. C'est tout simplement le 9e fleuve d'Europe. Elle passe par de nombreuses villes polonaises, dont Cracovie. Nous devons aussi mentionner l'Oder, 854 mètres, la Warta, 808 mètres, le San, 443 mètres, le Dunajec, 274 km, ou enfin le Nicea Kłodzka à 233 mètres. Seul le Bug, venant d'Ukraine, est le fleuve qui ne prend pas ses sources dans des montagnes situées en Pologne. Mais ce fleuve, nous l'avons également mentionné dans la vidéo sur l'Ukraine. À noter enfin que le climat est majoritairement continental. Regardons plus en détail la géographie humaine de la Pologne. La population aujourd'hui de la Pologne est à peu près de 36 millions d'habitants. Elle était à 38 millions en 1990 et devrait être autour de 34 millions en 2050. Donc
la population polonaise décroît légèrement. La population urbaine est à peu près 60% contre 40% de ruraux, ce qui fait de la Pologne l'un des pays les plus ruraux d'Europe. Mais il existe un certain nombre de villes, à commencer par sa capitale, Warszawa ou Varsovie, une agglomération de 3 millions d'habitants qui est la plus grande ville de la Pologne et la 6e ville de l'Union européenne. La ville se trouve sur la Vistule, dans le centre-est de la Pologne. Originellement, il s'agissait d'une petite ville de pêcheurs de Mazovie qui devint célèbre au XVIIe siècle lorsque le roi Sigismond III choisit ce lieu comme capitale. Et elle le resta jusqu'en 1795. Au XIXe siècle, la révolution industrielle apporta un boom démographique qui en fit l'une des villes les plus densément peuplées d'Europe. Connue pour ses grands boulevards et son architecture élégante, la ville fut complètement détruite en 1944 par les Allemands après le soulèvement de Varsovie. Après 1945, la ville fut reconstruite à l'identique à partir de peintures de Canaletto. Aujourd'hui, la ville est en plein boom économique, comme témoigne la tour Varso, le plus haut bâtiment de l'Union européenne, mais elle est aussi le siège de Frontex, de BIDDH, l'une des principales institutions de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Puis nous devons mentionner Kraków ou Cracovie, qui est la deuxième ville de Pologne et l'ancienne capitale du pays jusqu'en 1596. Originellement, il s'agissait d'un hameau située sur la colline de Wawel, qui devint un centre commercial actif autour de l'an 1000. À partir de 1038, elle est choisie comme le siège des rois polonais de la dynastie des Piast, puis comme centre administratif. Au troisième partage de la Pologne, la ville passa sous domination autrichienne, même si pendant 30 ans, elle était devenue la ville libre de Cracovie. La ville fut épargnée par la destruction et en 1978, un certain Karol Wojtyła, archevêque de Cracovie, fut élevé au rang de pape. Puis la ville de Łódź, la troisième ville de Pologne, est fondée au XIVe siècle. En 1423, elle resta une ville privée des évêques et du clergé jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Puis, en 1793, elle fut rattachée à la Prusse. À partir de 1850, la ville connut la révolution industrielle, entraînant une industrialisation rapide et une augmentation de sa population. Elle était surnommée la Manchester polonaise. Aujourd'hui, la ville est connue pour son école de cinéma. Puis la ville de Wrocław, qui est la capitale historique de la Silésie. Elle a fait partie de la Pologne, du duché de Silésie, du royaume de Bohême, de Hongrie, d'Autriche, de Prusse, où elle était nommée Breslau, avant de redevenir polonaise en 1945. Aujourd'hui, Wrocław est une des principales villes universitaires de Pologne. Puis la ville de Poznań, cinquième ville de Pologne, elle est un important centre culturel et commercial avec de nombreuses coutumes régionales et un dialecte local. Elle était l'une des 4 capitales historiques de Pologne et une ville universitaire. Elle accueille chaque année la plus grande foire industrielle de Pologne. Et la ville de Gdańsk, située sur la Baltique, et c'est le principal port de la Pologne en raison de son passé hanséatique. On peut aussi citer les villes de Szczecin, Bydgoszcz, Lublin et Białystok. Regardons plus en détail le découpage administratif. La Pologne est divisée en 16 voïvodis, qui sont l'équivalent de nos régions françaises. On peut les regrouper en fonction des 4 points cardinaux. Alors commençons par le nord. Le nord est caractérisé par ses plages, ses forêts, ses lacs ou ses parcs nationaux. La région a une identité culturelle forte en raison de son histoire marquée par les chevaliers teutoniques, la Hanse ainsi que l'influence allemande et scandinave. Il est composé de 3 provinces. Vous avez d'abord la Poméranie occidentale autour de Szczecin, ouverte sur l'Allemagne, la Poméranie dont l'économie de sa capitale est Gdańsk, est marquée par son dynamisme industriel et les nouvelles technologies. Et puis la Warmie-Mazurie, qui est définie plutôt par ses nombreux lacs. Puis vous avez l'ouest, qui est proche de l'Allemagne, qui est marqué par les influences allemandes et polonaises. Son économie repose beaucoup sur son agriculture fertile, sa viticulture et les forêts, mais également par les industries et nouvelles technologies. La région joue un rôle central vers l'Allemagne, mais aussi le reste de l'Europe. Il est composé de la voïvodie de Lubusz, qui a 2 capitales administratives, Gorzów Wielkopolski et Zielona Góra. On peut également citer la voïvodie de la Grande Pologne, qui correspond historiquement au berceau de l'État polonais, et la voïvodie de Basse-Silésie, qui est une région multiculturelle
naturelle connue pour sa puissante base industrielle. Puis nous devons citer le centre. Le centre est marqué par une économie diversifiée en pleine mutation avec une agriculture fertile, une industrie textile en reconversion et des services et des innovations surtout concentrés autour de Varsovie. Il est composé de la Kujawi-Poméranie qui a la particularité d'avoir deux capitales, une à Bydgoszcz et une autre à Torun, une ville historique et universitaire. Il faut aussi noter la voïvodine de Łódź et enfin la Mazovie qui a pour atout d'être la région la plus grande et la plus peuplée de Pologne avec Varsovie comme capitale. Puis nous devons citer l'Est qui a accueilli pendant très longtemps des communautés catholiques, orthodoxes et juives. Son économie est plutôt rurale et son patrimoine religieux prépondérant. La Podlachie, qui constitue l'une des voïvodies de l'Est, est connue pour sa nature exceptionnelle telle que ses forêts primaires, alors que la voïvodie de Lublin a joué un rôle plus singulier durant l'histoire, notamment l'union de Lublin que nous allons évoquer dans la partie historique. Économiquement, l'Est est moins urbanisé et plus tourné vers l'écotourisme. Et puis enfin, nous devons aborder le sud montagneux qui, en raison de sa proximité avec les Tatras et les Carpates, est une région qui historiquement a joué un rôle important dans la construction de l'État polonais, notamment avec la voïvodine de la Petite Pologne. Mais le sud est aussi composé des Basses Carpates qui accueillent un pôle aéronautique, de Sainte-Croix et de la voïvodine d'Opole qui sont les plus petite voïvodie de Pologne. Sa capitale est considérée comme la capitale de la chanson polonaise. Et enfin la Silésie qui est considérée comme l'une des régions les plus urbanisées avec son économie marquée par l'industrie lourde et en reconversion vers les services. Concernant le tourisme, nous devons d'abord mentionner les villes et le patrimoine, à commencer par Cracovie, l'ancienne capitale avec son château du Wawel, la place du marché médiéval et le quartier juif de Kazimierz. À Varsovie également, qui est certes une capitale moderne, mais avec une vieille ville reconstruite après-guerre, classée au patrimoine de l'UNESCO. Gdańsk, la ville portuaire historique sur la Baltique, célèbre pour son architecture hanséatique. Wrocław, qui est surnommée la Venise polonaise avec ses ponts, ses îles et ses petites statues de nains. Et Poznań, qui est le berceau historique de la Pologne avec une belle place de marché. En dehors des villes, nous devons également citer le château de Malbork, qui est le plus grand château en briques du monde, construit sous l'ordre teutonique. Les mines de sel de Wieliczka, près de Cracovie, où on peut trouver des galeries souterraines avec des chapelles taillées dans le sel que je mentionnais en introduction, et Auschwitz-Birkenau avec son mémorial de l'Holocauste, ou encore Torun et sa ville gothique, la patrie de Copernic. Concernant la nature, nous devons mentionner les monts Tatras, qui sont des montagnes spectaculaires où on peut faire de la randonnée et du ski. Également dans le sud-est, Bieszczady, qui est connu pour sa nature sauvage, parfait pour la randonnée. Le parc national de Białowieża, qui est la dernière grande forêt primaire d'Europe avec les bisons européens. Concernant les lieux religieux et spirituels, nous devons mentionner Jasna Góra ou tout simplement Kalwaria Zebrzydowska, qui est un site de pèlerinage inscrit à l'UNESCO. La langue officielle de la Pologne est le polonais. Il s'agit de la deuxième langue slave la plus utilisée au monde après le russe, parlé par 55 millions de locuteurs, dont 38 millions en Pologne et le reste par sa diaspora en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord et au Brésil. La langue est très proche du biélorusse, mais aussi du slovaque. La langue polonaise s'écrit en alphabet latin et compte 7 voyelles et 36 consonnes avec des lettres uniques comme le L barré. Les linguistes distinguent le polonais standard qui est utilisé dans la Grande Pologne, la Petite Pologne et la Mazovie, des dialectes silésiens ou du Kashub. Le Kashub est parlé en Poméranie. Il s'agit d'une langue slave occidentale, donc très proche du polonais, avec des influences germaniques et scandinaves. Il s'agit de la seule langue officiellement reconnue comme langue régionale en Pologne, utilisée entre 100 à 200 000 personnes. Ethniquement, la Pologne est un pays homogène où 96% de ses habitants sont polonais. Alors, comment explique-t-on cette situation linguistique? Eh bien là encore, l'histoire va nous donner les clés. Au Paléolithique, des groupes de chasseurs-cueilleurs vivaient sur le territoire actuel polonais, suivant les rennes et utilisant des outils en pierre taillée. Puis au Mésolithique, on observe l'installation plus stable de population et le développement de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Enfin, au Néolithique apparaît l'agriculture et l'élevage. À partir de l'âge de bronze, apparaissent des sociétés plus hiérarchisées et avec notamment des cultures archéologiques notables comme celle de Chichen Itza, qui est une culture héritière entre les populations locales et indo-européennes. Nous devons également mentionner la culture lusacienne avec ses villages fortifiés comme
celui de Biskupin. Ce n'est qu'au premier millénaire avant notre ère qu'apparaissent les premières populations indo-européennes, à commencer par les Celtes, mais également par les Germains comme les Vandales, les Goths, les Burgondes, sans oublier les Baltes qui sont installés au nord-est. Ces peuples ne vont pas rester car ils vont migrer vers l'ouest ou le sud lors des grandes invasions du 4e et du 5e siècle. Ce n'est donc qu'au 5e et au 6e siècle que les Slaves vont arriver du sud-est du territoire actuel de la Pologne. Ils s'installent entre l'Oder et la Vistule et vivent en petites communautés agricoles fortifiées par des villages en bois et en terre. Différentes tribus apparaissent comme les Polanes, les Vislains, les Mazoviens, les Poméraniens ou encore les Silésiens. La société reste clanique et païenne. Au 9e siècle, ces tribus slaves restent en contact avec des tribus venues des steppes comme les Avars ou les Magyars, mais également ils sont en contact avec les missionnaires chrétiens et les marchands scandinaves tels que les Varegs. Parmi celles-ci, les Polanes devinrent dominants grâce à une domination de guerre et de conquête, d'alliances stratégiques, mais également grâce à une organisation politique solide. Ces Polanes vont être à l'origine de la dynastie des Piast, qui vont régner sur la Pologne pendant 400 ans. En l'occurrence, à partir du duc Mieszko, qui va régner de 960 à 992. Il va unifier vers 960 la tribu des Polanes, puis soumettre les tribus voisines. En 966, il décide de se convertir au christianisme. Alors pourquoi? D'abord, ça lui permet de renforcer son pouvoir sur l'ensemble de la tribu, mais cela lui permet également d'unifier cette tribu sous une même foi et ainsi de lui donner une certaine légitimité religieuse. L'Église devient son allié et fournit à la dynastie Piast une administration, une écriture et une culture. Cette conversion permet aussi d'avoir une certaine protection, surtout face aux menaces extérieures du Saint-Empire romain germanique voisin. En effet, ce dernier ne peut plus justifier ses campagnes militaires par la christianisation des païens. Pour rappel, Othon Ier envoyait régulièrement des expéditions militaires contre les Sorabes ou les Lutistes des peuples slaves païens. Et puis ce baptême lui permet de lui donner une certaine légitimité internationale avec l'Occident. Il obtient la reconnaissance du pape, l'indépendance vis-à-vis du Saint-Empire romain germanique et des alliances avec d'autres royaumes comme celui de Bohême, puisqu'il va épouser la princesse Dubravka. Ce baptême est véritablement considéré comme la naissance officielle de la Pologne. Et il a pour conséquence d'ancrer la Pologne vers l'Occident, avec l'adoption du catholicisme et de l'alphabet latin plutôt que de l'alphabet cyrillique. Son fils Bolesław Chorobi sera le premier roi couronné. Il consolida l'État, accueillit l'empereur Othon III et le légat du pape Sylvestre à Gniezno en l'an 1000 qui reconnaît la Pologne comme un État indépendant de la chrétienté. Il continua les conquêtes de son père en étendant son royaume sur la Bohême, la Slovaquie et la Poméranie. Après ces deux grands règnes, la Pologne va connaître un certain nombre de crises et de restaurations entre le XIe et le XIIIe siècle. Mieszko II, le fils de Bolesław, perdit des territoires et dut faire face à des révoltes païennes. Mais son successeur Casimir Ier reconstruisit l'État et fut à l'origine du déplacement de la capitale à Cracovie. Grâce à l'appui de la noblesse, une nouvelle force apparaissant. Enfin, Bolesław III restaura l'État, fit des conquêtes, mais son testament de 1138 divisa la Pologne en duchés rivaux pendant 2 siècles. Ainsi, entre le XIIIe et le XIVe siècle, la Pologne connaît le régime féodal et est divisée en différents duchés rivaux, comme la Grande Pologne, la Mazovie ou la Silésie. Les Piast restent au pouvoir, mais il n'existe plus d'unité. Inversement, les menaces extérieures se multiplient, comme les invasions des Prussiens païens, les Mongols à la bataille de Lenica de 1241, qui se traduit par une défaite polonaise, ou encore l'influence croissante des chevaliers teutoniques. Tout ceci, nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur la Russie du Nord-Ouest. Mais les ducs Piast conservent une légitimité dynastique et politique et ils vont tenter à maintes reprises de réunifier le pays. Ce qui sera le cas sous le règne de Władysław Diekli, qui restera la monarchie, suivi par son fils Casimir III Diekli au XIVe siècle. Celui-ci modernisa l'État, développa les villes et fondit l'université de Cracovie en 1364. Il agrandit les territoires de la Pologne vers l'est, mais lui aussi meurt malheureusement sans héritier. À sa mort, la couronne passe dans les mains de sa sœur, Élisabeth Piast, puis de son fils Louis Ier d'Anjou, qui est également roi d'Hongrie.
la noblesse pensant qu'il se désintéresserait des affaires de la Pologne. La dynastie va régner pendant 12 ans, mais depuis Budapest, ce qui provoque des tensions avec la noblesse polonaise. Par conséquent, en 1384, la noblesse polonaise va choisir la fille de Louis Ier, Edwidge. Elle épouse Jogaila ou Ladislas II, grand-duc de Lituanie, qui se convertit au christianisme. C'est le début de l'union entre la Pologne et la Lituanie, et également le début de la dynastie des Jagellon. Tout ceci, nous l'avons déjà abordé dans la vidéo sur la Lituanie. La Pologne devient une grande puissance européenne, confirmée par la victoire sur les chevaliers teutoniques à la bataille de Grunwald de 1410. Elle obtient la suzeraineté sur la principauté de Moldavie et une expansion jusqu'à la mer Noire. La dynastie des Jagellon va être marquée par de très grands règnes, à commencer par le roi Casimir IV, fils de Ladislas II, qui renforce la coopération et crée une union personnelle avec la Lituanie. Les deux royaumes disposent du même roi. Casimir IV obtient également la suzeraineté sur la Prusse à la paix de Toulon de 1466. Mais afin de faire face aux menaces de la Russie, que nous avons déjà exposées dans la vidéo sur la Lituanie, eh bien la Lituanie est obligée de fusionner avec la Pologne, ce qui sera le cas à l'union de Lublin de 1569. Au XVIe siècle, la Pologne est donc à son âge d'or, avec de grands scientifiques comme Copernic. Cette union de Lublin est à l'origine de la République des deux nations. Celle-ci dispose d'un seul parlement, d'une politique étrangère et d'une défense commune avec une noblesse polono-lituanienne. Mais au cours de cette union de Lublin, la noblesse polonaise, la Śląska, obtient de plus en plus de privilèges par rapport au roi. Elle élit ainsi les rois lors d'une grande assemblée. Avant d'être élu, le candidat devait accepter les articles henriciens, c'est-à-dire un contrat constitutionnel qui limitait fortement son pouvoir. La noblesse forte de son pouvoir adopte également des textes incontournables, comme la Confédération de Varsovie. C'est un texte fondamental signé en 1573 qui proclame la liberté religieuse pour tous les citoyens car une partie de la noblesse avait adopté des idées protestantes à partir de 1525. En fait, la noblesse polonaise souhaiterait éviter la situation de la France avec ses 8 guerres religieuses. Et puis l'histoire de la Pologne va marquer un tournant lors de la mort du dernier roi des Jagellon, Sigismond II Auguste, qui est à l'origine de l'union de Lublin et de l'intégration de la Livonie. Mais celui-ci meurt sans héritier et la dynastie de Jagellon s'éteint. En 1572, à la mort de Sigismond II, la Pologne s'oriente donc vers une monarchie élective, alors que le reste de l'Europe s'oriente plutôt vers l'absolutisme. Par ailleurs, la noblesse refuse toute nouvelle dynastie héréditaire et elle décide de choisir les souverains qui doivent toutefois demeurer catholiques. Parmi ces souverains étrangers, on doit d'abord souligner Henri de Valois, qui était roi de France, mais qui avant cela était roi de Pologne de 1573 à 1575. Mais également Étienne Báthory, qui est un prince hongrois qui se maria avec la sœur de Sigismond II et qui remporta un certain nombre de guerres. Puis Sigismond III, Vasa, qui était d'origine suédoise et qui tenta d'unir les trônes de Suède et de Pologne. Ce roi, nous l'avons déjà abordé dans la vidéo sur la Suède. C'est lui qui déplaça la capitale de Cracovie à Varsovie. C'est également sous son règne que les jésuites arrivèrent en masse, ouvrirent des collèges dans tout le royaume et beaucoup de nobles repassèrent au catholicisme volontairement au début du XVIIIe siècle. Mais à partir du XVIIe puis au XVIIIe siècle, la Pologne va connaître un long déclin. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord politique. En effet, la noblesse a déjà beaucoup de pouvoir, dont le fameux libérum veto. Il s'agit d'un principe dans lequel tout député de la Diète avait le droit de poser son veto sur une question budgétaire ou une réforme. Résultat, le Parlement polonais est complètement paralysé et il ne peut plus prendre de décisions importantes. Ce qui a donc pour conséquence un affaiblissement de la Pologne dont les voisins vont en profiter, à commencer par la Suède. Les guerres polonaises-Suède vont durer pendant 30 ans et n'ont été qu'un prélude au déluge. Le déluge, c'est une invasion massive de la Pologne par la Suède, sans oublier la Grande Guerre du Nord, que nous avons déjà abordée dans la vidéo sur la Suède. Il faut également mentionner les 3 guerres polono-ottomanes, entre 1620 et 1699. Et enfin la Russie. Ainsi, la Pologne renonce à la suzeraineté sur la Prusse
en 1657 à celle de la Livonie en 1660. Elle doit céder Kiev et l'est de l'Ukraine à la Russie en 1667. Nous l'avons déjà abordé lors de la vidéo sur la Russie du Sud. Et ces défaites entraînent également l'abdication d'un roi, celui de Jean II Casimir Vasa. Même la victoire de Jean III Sobieski, libérant Vienne du siège ottoman, n'enraye pas le déclin de la Pologne, puisqu'il n'est pas arrivé à limiter les pouvoirs du Parlement ni à mettre fin aux guerres avec les voisins. Pire encore, son successeur, le duc de Saxe, Auguste II, a réussi à être élu auprès de la Diète polonaise, non pas parce qu'il était compétent, mais parce qu'il avait réussi à acheter le plus de voix possible. Malheureusement, il entraîne la Pologne dans la Grande Guerre du Nord, alors qu'elle était déjà affaiblie et qu'elle n'avait aucun intérêt. À sa mort, c'est son fils, Auguste III, qui est élu et qui va entraîner les guerres de succession polonaises pendant 3 ans, avec son candidat français Stanisław Leszczyński. La Pologne n'est plus maître de son destin et ce sont les puissances étrangères qui orientent les élections en fonction de leurs intérêts. Le dernier roi, Stanislas II, ne changera rien puisqu'il s'agit d'un ancien amant de Catherine II de Russie. Il n'est donc qu'une marionnette malgré la rédaction de l'une des premières constitutions écrites en Europe en 1791 en vue de réduire le pouvoir de la noblesse. La Pologne est donc partagée à 3 reprises en 1772, en 1793 et en 1795. La Pologne disparaît pendant 123 ans entre ses 3 voisins. Mais les Polonais restent un peuple sans État, mais qui gardent leur langue, leur culture et leur foi catholique. Le 19e siècle sera donc le siècle des soulèvements et des espoirs d'indépendance. On peut citer l'insurrection de Varsovie de 1830 contre la Russie, celle de 1863 encore réprimée, mais qui renforce l'idée nationale. Les élites entretiennent la culture polonaise à travers la littérature, la musique comme Chopin et la diaspora polonaise née de la grande émigration joua un rôle important en Europe. La situation va changer après la Première Guerre mondiale, puisque les 3 empires qui se sont partagés la Pologne vont tous se retrouver dans le camp des perdants. Les Alliés soutiennent la reconstitution d'un État polonais et les Polonais forment des légions, notamment celle de Józef Pilsudski. Le 11 novembre 1918 est proclamée l'indépendance de la Pologne et la Pologne est reconnue au traité de Versailles grâce au travail d'influence de Paderewski. Mais à peine indépendante, la Pologne doit défendre son existence contre la Russie soviétique à travers une guerre entre 1919 et 1921. Pilsudski en sort vainqueur grâce au miracle de la Vistule, une contre-offensive menée par surprise qui se traduit par des concessions territoriales en faveur de la Pologne. Après la guerre, la période de démocratie est fragile et Pilsudski impose un régime autoritaire après un coup d'État en 1926. Et le 1er septembre 1939, la Pologne se voit envahir par l'Allemagne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 17 septembre, l'invasion soviétique débute en raison du pacte germano-soviétique. Il s'agit d'une occupation terrible avec d'une part la terreur nazie, les ghettos, les camps d'extermination avec Auschwitz ou Treblinka et de l'autre les massacres soviétiques comme celui de Katyn. Après 1945, la Pologne est libérée par la mer Rouge, mais elle passe sous influence soviétique et ses frontières sont déplacées de l'est vers l'ouest. Nous avons déjà parlé lors de la vidéo sur la Biélorussie. Un régime communiste autoritaire avec un parti unique et une économie centralisée fait place, mais la société reste agitée comme le montrent les nombreux soulèvements ouvriers de 1956 à 1980. C'est la naissance du syndicat Solidarność, dirigé par Lech Wałęsa, ainsi que le soutien moral du pape Jean-Paul II, qui vont changer la donne. En 1989, des négociations ont lieu, entraînant la chute pacifique du communisme. La Pologne est l'un des premiers à se retirer du pacte de Varsovie, et ces négociations donnent lieu aux premières élections libres. Lech Wałęsa va devenir le premier président en 1990. Entre 1989 et 1995, vous avez une alternance entre les anciens communistes et les pro-démocrates, donnant lieu à la rédaction en 1997 d'une nouvelle constitution. Entre 1995 et 2004, une alternance eut lieu entre les post-communistes et les partis de centre-droite. Entre 2005 et 2015, la vie politique polonaise va être bipolarisée entre le PO, la plateforme civique, qui est un parti de centre-droite pro-européen dirigé par Donald Tusk,
et le PiS droit et justice, conservateur, souverainiste et attaché aux valeurs nationales et catholiques avec les frères Kaczynski. Enfin, entre 2015 et 2023, la vie politique fut dominée par le PiS avec Andrzej Duda, élu président, marqué par des politiques sociales populaires mais aussi des relations tendues avec Bruxelles, même si en 2023, Donald Tusk est réélu. Aujourd'hui, la Pologne est une démocratie parlementaire qui est membre d'un certain nombre d'organisations internationales comme l'OCDE, comme l'OSCE, comme l'OMC, mais également l'OTAN depuis 1999, l'Union européenne depuis 2004, l'espace Schengen depuis 2007, mais ne fait pas partie de la zone euro. Alors regardons plus en détail l'économie. L'économie polonaise est l'économie qui a le plus progressé parmi toutes les économies d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Elle a bénéficié pour cela des fonds structurels et d'investissements européens pour moderniser ses infrastructures et améliorer sa croissance. Elle a été le seul pays de l'Union européenne à éviter une récession pendant la crise financière de 2008-2009. De 2000 à 2008, la croissance moyenne de la Pologne se situe autour de 4%, avec un afflux d'investissements et une modernisation rapide de l'économie. Puis de 2010 à 2019, on assiste plutôt à une croissance certes dynamique, mais plus modérée qu'avant la crise de 2008, avec des contraintes structurelles comme le vieillissement, l'immigration et la dépendance énergétique. Enfin, le choc du Covid fut la première récession économique qu'a connue la Pologne, même si aujourd'hui on assiste à un rebond post-pandémie. Le PIB de la Pologne est passé de 173 milliards à plus de 900 milliards de dollars et son PIB par habitant est passé à la même période de 4 000 dollars à plus de 25 000 dollars. Le chômage aujourd'hui est à seulement 2%. Enfin, la monnaie nationale du pays est le zloty. Aujourd'hui, l'économie de la Pologne est ainsi 3% au secteur primaire, notamment l'agriculture. La Pologne est l'un des plus gros producteurs de pommes, par exemple. Le secteur secondaire est plutôt dominé par l'industrie, la construction et la transformation. Enfin, le secteur tertiaire est dominé par le commerce, les services financiers, les technologies de l'information, le tourisme, l'éducation et le transport. Concernant les grands groupes de pays, on peut d'abord mentionner PKN Orlen, qui est un grand groupe pétrolier et énergétique, mais également KGM Polska Miedź, qui est un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre et d'argent. Concernant les banques, on peut mentionner PKO Bank Polski, la plus grande banque de Pologne, mais également PSU, qui est le premier groupe d'assurance en Pologne. Concernant l'industrie et le transport, on peut mentionner la LOT, qui est la compagnie aérienne nationale, Solaris, qui est un constructeur de bus, Fagro, qui est un des leaders mondiaux dans les fenêtres de toit. Concernant les distributions et services, on peut mentionner CCC, qui est un géant de la distribution de chaussures en Europe, LPP, qui est un groupe textile. Enfin, concernant les technologies, on peut mentionner CD Projekt, qui est un studio de jeux vidéo, mais également Allegro, qui est la principale plateforme d'e-commerce en Pologne. Concernant la culture et la société, nous devons d'abord mentionner les scientifiques polonais que nous avons mentionnés en introduction, tels que Nicolas Copernic, Marie Curie ou tout simplement Ignacy Łukasiewicz. Concernant les artistes polonais, on peut d'abord mentionner Jan Matejko, qui est tout simplement un peintre historique, Stanisław Wyspiański, qui est un peintre et dessinateur, Tamara Lepinska, qui est une figure de l'art déco, Krzysztof Kiełowski, qui est un cinéaste et auteur de la trilogie Bleu, Blanc, Rouge. Concernant les écrivains, nous devons mentionner Adam Mickiewicz, qui est un poète romantique national, Henryk Sienkiewicz, qui est le prix Nobel de littérature de 1905, Wisława Szymborska, qui est une poétesse et prix Nobel de littérature en 1996. Et enfin, Olga Tokarczuk, qui est une romancière contemporaine et prix Nobel de littérature en 2018. Concernant la cuisine, nous devons d'abord mentionner les plats emblématiques tels que le pierogi, qui sont des raviolis farcis, les bigos, qui sont des ragoûts de choucroute. Vous avez le zurek, qui est une soupe aigre à base de farine, mais également le bartsch, qui est une soupe de betterave proche du bortsch. Le côtelette schabowy, qui est une escalope panée de porc, équivalent du schnitzel. Concernant les desserts, nous devons mentionner le sernik, qui est un gâteau au fromage blanc, le makowiec, qui est un roulé au pavot, et les pączki, qui sont des beignets. Enfin, concernant les boissons, nous devons mentionner bien sûr la vodka, mais également le kompot, qui est une boisson traditionnelle aux fruits cuits, et la bière. Concernant le sport, nous devons mentionner le football, qui est le sport le plus populaire en Pologne, avec des clubs
emblématiques tels que le Legia Varsovia, le Lech Poznań ou le Wisła Cracovie. L'équipe nationale a brillé surtout dans les années 70-80 en finissant 3e à la Coupe du Monde de 1974 et 1982. Aujourd'hui, nous avons des joueurs comme Robert Lewandowski qui font la renommée du football polonais. D'autres sports sont importants, à commencer par le volleyball. L'équipe masculine de Pologne est plusieurs fois championne du monde et championne d'Europe. Il faut bien sûr pas oublier le hockey sur glace, surtout dans le sud, l'athlétisme notamment au poids, marteau et disque, les sports d'hiver, encore dans le sud, le cyclisme, notamment le Tour de Pologne, et d'autres sports comme l'haltérophilie, le basketball ou le handball. Je terminerai mon exposé en abordant les défis de la Pologne. Comme nous l'avons vu, la Pologne partage des frontières avec la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine qui sont des frontières stratégiques mais également sensibles. Des défis également économiques puisque comment la Pologne va pouvoir faire une transition entre une économie basée sur des bas coûts à une économie plus technologique et innovante. Ensuite, nous devons mentionner les autres défis économiques tels que le vieillissement de la population ou les disparités entre les villes et les campagnes. Enfin, des défis environnementaux puisque la Pologne est l'un des plus gros producteurs de charbon. Voilà! Comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.